Tu peux passer à la maison ce soir, ma chérie. T'inquiète, elle nous entend pas, elle le découvrira jamais. Tout est déjà prévu. Dès qu'elle aura signé les papiers, cette maison et sa fortune, ça sera à nous. On va tout lui prendre. Ils étaient au-delà tous les deux, mon mari et ma meilleure amie, à comploter dans mon dos, persuadés qu'ils ne risquaient rien et que je n'allais jamais rien découvrir. Tout ça juste parce que j'ai soi-disant eu un accident et que je suis soi-disant devenue sourde. Mais ce qu'ils sont loin de se douter, c'est que je fais complètement semblant et que j'entends absolument tout. Toute cette mise en scène, c'est juste pour récolter des preuves. Je vais m'en servir contre eux au moment parfait et tout le monde découvrira leur vrai visage. Et franchement, ça va être la meilleure satisfaction du monde. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut reprendre depuis le début, voir comment tout a commencé. Mais juste avant, dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. C'est toujours super de savoir jusqu'où nos vidéos voyagent. C'est fait ? Allez, place à l'histoire. PDG d'un empire de cosmétiques botaniques, Diane règne sur un monde de soie, de rencontres exclusives sur la Côte d'Azur et de perfection millimétrée. Une vie douce, un succès incontestable, une majestueuse illusion de verre. Sur le bureau de son grand salon, encadré dans un bois sombre et précieux, une photographie, 2 femmes, une jeune Diane, à peine 20 ans, les yeux brillants d'une ambition féroce, et à ses côtés, une femme d'âge mûr au port royal, au sourire calculé, Maman Oumou, la belle-mère, la matriarche majestueuse qui avait autrefois ouvert les portes de l'élite à cette fille venue de nulle part. C'est elle qui l'a faite reine. Aujourd'hui, le verre se brise. De retour plus tôt d'un voyage d'affaires à Milan, elle décide de surprendre son mari, Lamine, l'homme au sourire ravageur, qui vit si confortablement dans l'ombre dorée de sa femme. Elle s'arrête devant la baie vitrée de leur restaurant préféré. Elle sourit, prête à entrer. Puis, le sourire meurt sur ses lèvres. Il n'est pas seul. Assise en face de lui, riant aux éclats, se trouve Marielle, sa directrice marketing, sa confidente, sa meilleure amie. Tu es magnifique ce soir, Marielle. Mais il manque encore un petit quelque chose. Ah oui, quoi? Et quoi donc, monsieur le mari parfait, là? Lamine sort un écrin de velours de sa poche. Diane, figée derrière la vitre du restaurant, sent son cœur s'arrêter. Elle reconnaît instantanément le fermoir, la disposition des diamants, la coupe de la pierre. C'est le collier qu'elle avait dessiné elle-même. Lamine se lève et l'attache délicatement autour du cou de Marielle. Ses mains s'attardent sur sa peau. Un geste intime, dévastateur. La logique hurle à Diane d'entrer, de faire un scandale en plein restaurant, d'appeler ses avocats et de réduire ces 2 traîtres en cendres. Mais la trahison, quand elle vient de ceux qu'on aime le plus, est un poison lent et amer. L'ego blessé de Diane réclame bien plus qu'une simple confrontation. Elle veut voir leur vrai visage. Elle veut entendre ce qu'ils murmurent quand la reine n'est pas là. Elle court à sa voiture. Elle accélère à travers les routes sinueuses des montagnes, la respiration saccadée. Elle arrive à sa majestueuse propriété bien avant eux. Le silence de la grande maison l'accueille. Elle se tient dans le couloir principal, hésitante, son esprit cartographiant chaque option. Sa main gauche remonte instinctivement vers sa paume. Elle frotte la petite cicatrice à la base de son pouce. Un vieux réflexe, un calcul froid. Pour piéger des rats, il faut faire le mort. Elle décide de feindre un évanouissement au bas de l'escalier, de simuler une chute légère, juste assez pour déclencher une hospitalisation. Mais le destin a son propre agenda. En descendant les premières 6 marches, elle entend la porte d'entrée s'ouvrir violemment. Lamine. Il était rentré plus tôt qu'elle ne le pensait. Il la voit. Leurs regards se croisent. Un silence de glace. Et au lieu de la surprise ou de la gêne, c'est la colère qui monte. La colère de celui qui se s'est pris et qui attaque pour ne pas avoir à se défendre. « Tu aurais pu prévenir, non ?» lance-t-il, la voix épaissie par le whisky. « On ne rentre pas chez soi sans dire un mot. » Diane le regarde d'en haut, calmement. « Je suis chez moi, Lamine. C'est ça, toujours chez toi. Ta maison, ton empire, ton argent. » Sa voix monte. « Tu aurais dû appeler. » Les mots résonnent dans le grand escalier. Diane ne bouge pas. Elle écoute. Elle calcule. Et à un moment précis, dans un silence entre 2 phrases, elle ferme les yeux. Sa main lâche la rambarde. Un pas en avant, le vide. La chute est brutale, rapide, impitoyable. Le marbre blanc ne pardonne pas. Le monde tourne. Le noir absolu. Une chute qu'elle n'avait pas entièrement planifiée dans ses détails, mais qu'elle avait, au fond, déjà acceptée. Des heures plus tard, les lumières de l'hôpital sont aveuglantes.
Le bip constant des machines remplit la chambre blanche. Lamine est au chevet du lit, jouant parfaitement le rôle du mari dévasté. Mais le médecin qui s'approche n'est pas un inconnu, le docteur Ferreira, un homme que Diane avait discrètement financé des années auparavant lors d'une crise personnelle dévastatrice. Il lui devait tout. Il n'avait jamais eu à le dire à voix haute. Un regard entre eux suffit. Monsieur, je suis navré. Le traumatisme crânien et les lésions spinales causées par la chute sont très sévères. Votre femme souffre d'une paralysie motrique totale. De plus, les nerfs auditifs ont été irrémédiablement détruits par le choc. Elle est sourde, monsieur. Elle ne nous entend pas. Mon Dieu, c'est une tragédie. Ma pauvre Diane, que vais-je faire sans elle? Sur le lit d'hôpital, Diane a les yeux mi-clos, totalement vide d'expression. Elle ne bouge pas un muscle. La respiration lente, apparemment absente. Mais à l'intérieur, dans le silence absolu qu'elle vient de s'inventer, son esprit brille d'une lucidité terrifiante. La pièce de théâtre vient de commencer. Le retour au domaine n'est plus qu'une procession funèbre pour une femme encore en vie. Diane est désormais prisonnière de sa propre forteresse. Une cage dorée, s'élevant au milieu des vignes silencieuses. Installée dans un fauteuil roulant à la pointe de la technologie, elle passe ses journées le regard vide, perdue dans l'immensité d'un salon luxueux. Mais une silhouette discrète se déplace toujours en arrière-plan. Khadija, infirmière particulière, recrutée par Diane elle-même des années auparavant, avant le mariage, avant l'Empire. Une femme de confiance absolue, invisible aux yeux de Lamine, qui l'a gardée par pure apparence de mari dévoué. C'est Khadija qui couvre les nuits de Diane. C'est elle qui écarte chaque physiothérapeute externe, avec des rapports médicaux signés par le docteur Ferreira. C'est elle qui frappe doucement à la porte, quand Lamine s'approche à une heure inattendue. Sans Khadija, l'illusion s'effondrerait en une nuit. Quand le soleil se couche et que la maison plonge dans le silence, le fantôme s'éveille. La nuit, l'obscurité. Diane repousse lentement la couverture en cachemire. Ses pieds nus touchent le parquet glacé. Ses jambes, prétendument mortes, la soutiennent avec une fermeté redoutable. Le visage dur, dénué de toute faiblesse, elle se déplace dans sa propre maison comme une ombre vengeresse. Avec une précision chirurgicale, elle glisse de minuscules caméras dans les plinthes en bois sombre. Elle dissimule des dictaphones de haute technologie dans le feuillage épais des orchidées rares et entre les pampilles de cristal du grand lustre. Chaque recoin de son domaine devient son œil, chaque pièce, son oreille. Le lendemain matin, le véritable spectacle commence. Diane est assise près de la grande baie vitrée, fixant un point invisible sur le mur. Le soleil matinal illumine son visage impassible. Des pas résonnent lourdement sur le marbre. Lamine entre dans le salon, suivi de près par Marielle. Il ne baisse même pas la voix. Pourquoi le ferait-il? Pour eux, la reine est tombée, elle n'est plus qu'une relique précieuse, un simple meuble d'ornement. C'est épuisant de la voir comme ça tous les jours, soupire Lamine. Le tintement du cristal résonne dans la pièce, alors qu'il se sert un généreux verre de cognac, tiré directement de la réserve privée et millésimée de sa femme. Il boit une longue gorgée, le visage froissé par une fatigue purement théâtrale. Marielle s'approche de lui, ses talons claquant sur le sol avec assurance. Elle glisse ses mains sur les larges épaules de Lamine, massant doucement sa nuque. Ils sont à moins de 2 mètres du fauteuil de Diane. « Tu es si courageux, mon amour », murmure Marielle, d'une voix mielleuse, jetant un regard lourd de mépris vers la femme assise. « Tu fais tout ce que tu peux, tout le monde le voit, mais nous devons penser à l'avenir, ton avenir. L'Empire a besoin d'un chef qui puisse agir, respirer, signer, pas d'une statue. » Lamine pousse un long soupir théâtral et pose son verre à moitié vide. Il regarde Diane de haut, un regard glacé, dénué de la moindre once de compassion. Juste un calcul froid et mesquin. Les médecins sont formels, Marielle. Elle ne comprend absolument rien. Le cerveau est éteint. C'est un légume. Une très belle et très riche plante d'intérieur. Bientôt, nous n'aurons plus jamais à nous cacher. Il se penche et l'embrasse. Un baiser passionné, effronté, d'une cruauté absolue, à quelques centimètres à peine de la femme qu'il avait juré de chérir. À l'intérieur de sa prison de chair, Diane ne cille pas. Son visage reste une toile blanche, un chef-d'œuvre de contrôle absolu. Elle ne ressent plus la douleur de la veille. Derrière ses yeux vides, l'esprit brillant de la PDG calcule, analyse et compile chaque mot, chaque soupir, chaque trahison arrogante. Elle n'est plus la femme bafouée. Elle est une prédatrice silencieuse, observant calmement ses proies verrouiller elles-mêmes les portes de leur propre enfer.
Les semaines passent, et la cruauté perd ses derniers remparts. Dans cette maison qui fut autrefois un sanctuaire, l'impudeur s'installe avec une aisance déconcertante. Le grand salon de Diane devient la scène grotesque de leur médiocrité. Un après-midi, un bruissement de soie brise le silence. Marielle descend le grand escalier, vêtue d'une robe émeraude éclatante. Une création haute couture, taillée sur mesure. L'une des pièces maîtresses de la garde-robe de Diane. Marielle s'arrête devant le miroir, ajuste le décolleté et tourne sur elle-même. Le tissu précieux vient frôler les roues froides du fauteuil. « Elle me met tellement plus en valeur, tu ne trouves pas ?» lance Marielle. Son rire, cristallin et empoisonné, résonne dans la pièce. Le vert n'a jamais été sa couleur de toute façon. Sur le grand canapé en cuir, Lamine l'observe, amusé. Il a le téléphone collé à l'oreille, se plaignant à un ami avec une arrogance qui frôle la caricature. « Non, mon frère, tu ne peux pas comprendre le calvaire. C'est une corvée absolue. Jouer le mari martyr devant le personnel, s'assurer qu'elle ne bave pas sur les coussins de créateur. Ça m'épuise. Heureusement que sa cave à vin était bien fournie pour m'aider à supporter tout ça. » Il éclate d'un rire gras et satisfait. La vanité pathétique d'un homme qui se croit roi alors qu'il ne fait que piller un château endormi. Une semaine plus tard, Diane reçoit une visite inattendue. Maman Oumou. La belle-mère entre avec sa grâce habituelle, s'installe dans le grand fauteuil en face du fauteuil roulant et commande un thé à Khadija d'un simple geste de la main, comme si elle était chez elle. Elle sirote sa tasse en silence. Puis, après un long moment, elle pose les yeux sur Diane. « Tu as toujours été trop brillante pour ton propre bien, ma chérie, » dit-elle doucement. Sa voix est chaude, maternelle. Ses yeux, eux, ne sourient pas. Elle part peu après. Diane ne réagit pas. Khadija, qui observait depuis l'encadrement de la porte, attend que les pas s'éloignent et murmure. Elle a regardé partout, chaque coin de la pièce. Diane fixe le vide. Sa main gauche remonte vers sa paume. Elle frotte la cicatrice. Lentement. Le coup de grâce frappe un soir de pluie, sous un ciel lourd et menaçant. L'orage bat violemment contre les grandes baies vitrées. Le salon est plongé dans la pénombre. Lamine et Marielle sont penchés sur la table basse, éclairés par la lueur blafarde d'un ordinateur. Des dizaines de documents s'entassent devant eux. « Regarde ça. J'ai réussi à reproduire sa signature à la perfection », murmure Marielle, la voix tremblante d'une excitation cupide. Les transferts massifs vers les comptes offshore sont programmés. D'ici quelques jours, les caisses de l'entreprise seront siphonnées. Lamine frotte ses mains avec avidité. Puis, il jette un regard par-dessus son épaule, vers la silhouette immobile de Diane, avalée par les ombres. « Et pour le fardeau ?» demande-t-il, d'un ton sec. « Tout est réglé », répond Marielle, avec un sourire acéré. « Les papiers médicaux sont signés. J'ai trouvé une clinique psychiatrique très isolée, perchée dans les Alpes, très stricte, très chère, et surtout, ils ne posent aucune question. La semaine prochaine, une ambulance viendra la chercher. Elle disparaîtra, loin des yeux, loin du cœur. » Son téléphone vibre. Il regarde l'écran. Un message de maman Oumou. « Tout se passe comme prévu, mon fils ?» Lamine sourit. Il tape une réponse rapide. Il pose le téléphone. L'orage gronde violemment au dehors. Un éclair déchire l'obscurité, illuminant une fraction de seconde le visage de Diane, immobile, impénétrable. Mais sous l'épaisse couverture de laine qui cache ses jambes, sa main s'anime. Son pouce vient chercher la petite cicatrice à la base de sa paume. Elle frotte le tissu cicatriciel, lentement d'abord, puis frénétiquement, silencieusement. À cet instant précis, la dernière goutte d'amour, de tristesse et de pitié s'évapore de son corps. Il ne reste plus rien d'humain dans son regard, seulement le froid abyssal de la vengeance. Il voulait lui voler son argent et l'enfermer dans les montagnes. Très bien. La reine vient de décider de la couleur de leur linceul. Le compte à rebours a commencé. Leur 5e anniversaire de mariage approche. Une date qui, autrefois, aurait été célébrée dans l'intimité d'une promesse éternelle. Au lieu de cela, Lamine décide d'orchestrer un événement grandiose. Il veut parader. Il veut montrer à la haute société et au cadre de l'empire cosmétique l'image parfaite du mari martyr. Le saint homme sacrifiant sa jeunesse au chevet de son épouse brisée. L'agneau arrogant invite le gratin à dîner, oubliant que le loup dort dans son propre salon. Une fête somptueuse est organisée dans les jardins du domaine. Lamine supervise chaque détail avec une fierté malsaine. Des tentes de soie immaculées, un traiteur étoilé, un orchestre de chambre. Il prépare minutieusement le décor de son triomphe imminent, persuadé qu'il s'agit de son propre couronnement. Il a lui-même monté le diaporama des semaines à l'avance. «
J'ai tout préparé moi-même, dit-il à Marielle avec un sourire satisfait. C'est parfait. Il ne l'ouvrira plus jamais avant la fête. Pourquoi le ferait-il ? Il en est l'auteur. La nuit, la véritable maîtresse des lieux reprend la main. Le domaine est plongé dans le sommeil. Dans l'obscurité de son bureau, seule la lueur bleutée d'un ordinateur portable éclaire le visage de Diane. La lumière froide danse dans ses yeux implacables. Ses doigts volent sur le clavier avec une agilité fantomatique. Sur l'écran, elle observe les transferts massifs préparés par Marielle. Des millions d'euros en attente de validation vers des paradis fiscaux. Une femme ordinaire aurait immédiatement bloqué les cartes, appelé la police, mis fin au cauchemar. Diane n'est pas ordinaire. Elle est une virtuose du pouvoir. Elle ne joue pas pour simplement arrêter son adversaire. Elle joue pour l'anéantir. Avec un sourire de glace, elle valide les virements, mais elle en modifie discrètement la destination. L'argent de l'entreprise n'ira pas dans les poches de Lamine et Marielle. Il plongera tout droit dans un labyrinthe de comptes frauduleux déjà surveillés de près par les autorités internationales. Une toile d'araignée fiscale redoutable. Dès que la transaction sera achevée, Lamine ne sera pas seulement ruiné, il sera traqué. Puis, dans la matinée du jour J, pendant que Lamine supervise l'arrivée des traiteurs et reçoit les derniers prestataires dans la cour, Diane agit. Elle entre dans le bureau. La clé USB repose sur la table, innocente. Elle la connecte. Elle ne supprime pas les belles photos de mariage ni la musique mélancolique. Elle y ajoute simplement une nouvelle piste. Un fichier caché, lourd de plusieurs gigaoctets. Une compilation haute définition des enregistrements nocturnes de ses caméras dissimulées. L'image est d'une netteté parfaite. Le son, d'une clarté absolue. Elle retire la clé USB. Elle la repose exactement au même endroit, au millimètre près. Avant de quitter le bureau, elle ouvre son téléphone. Elle envoie un unique message au docteur Ferreira, un fichier joint et une note. « Nous sommes quittes. Disparaissez. » 30 secondes plus tard, une réponse arrive. Un seul mot. « Compris. » Le piège est tendu. Les mâchoires de fer sont grandes ouvertes, cachées sous les roses blanches du jardin. Il ne reste plus qu'à attendre que les invités s'installent pour assister au massacre. La nuit tombe sur le domaine. Le jardin s'illumine d'une lueur féerique. Des dizaines d'invités se pressent sur les pelouses parfaitement manucurées. L'élite est là. Des femmes drapées dans des robes majestueuses et fluides. Des hommes arborant des costumes en basin sombre, coupés à la perfection, imposants de prestance. Le champagne coule à flot. Les rires résonnent. Tout est parfait. Au centre de la foule, Lamine. Le clou du spectacle. Il saisit le microphone. La musique s'adoucit. Il prend une expression dramatique, la voix faussement brisée par le chagrin. « Mes amis », commence-t-il, laissant planer un silence théâtral. « Merci d'être ici pour notre 5e anniversaire. L'amour, le vrai, se prouve dans la maladie comme dans la santé. Mon dévouement pour ma douce Diane est éternel. » Il essuie une fausse larme. Il lève la main et pointe avec grandiloquence l'immense écran installé au bord de la piscine. Regardez ce que nous étions, ce que nous serons toujours. L'écran s'allume. Une musique romantique et douce. Une magnifique photo de leur mariage apparaît. Puis, le noir. Un grésillement sourd. La musique est coupée nette. Soudain, la vidéo de surveillance apparaît en haute définition sur l'écran géant de 5 mètres de large. Lamine et Marielle, dans le propre lit de Diane. Entrelacés. La voix de Lamine résonne dans les immenses haut-parleurs du jardin. Forte, claire, arrogante. Ces idiots du conseil d'administration n'y verront que du feu. Puis, le rire perçant de Marielle, d'une cruauté insoutenable. Une fois qu'elle sera dans cet asile glacé des Alpes, on aura enfin la paix. Le temps s'arrête. Un silence de mort s'abat sur la foule. Les verres de cristal restent en suspens près des lèvres. Les visages se figent, horrifiés, dégoûtés. Lamine lâche le micro. Un larcin strident déchire la nuit. Marielle plaque ses mains sur sa bouche, le visage livide, tremblante de terreur. Tous les regards convergent alors vers la terrasse. Le fauteuil roulant. Diane, immobile. Lentement, ses mains délicates saisissent la luxueuse couverture de cachemire qui cache ses jambes prétendument mortes. Elle la repousse. Le tissu glisse sur le sol avec un frisson. Un murmure d'effroi parcourt l'assemblée. Diane pose un pied sur le marbre de la terrasse. Puis l'autre, lentement, avec une grâce majestueuse et meurtrière. Elle se lève. Perchée sur ses talons aiguilles, vertigineux, elle redresse la taille. Son regard, autrefois vide, brûle maintenant de l'intensité d'un incendie. Elle n'est pas brisée, elle n'est pas sourde, elle est la reine, et elle vient d'ordonner l'exécution.
Elle descend les marches de la terrasse. Le silence est si lourd, si suffocant, qu'on n'entend que le claquement sec de ses talons sur la pierre. Clac, clac, clac. Chaque pas est un coup de marteau sur le cercueil de Lamine. Elle s'arrête devant eux. Lamine recule, chancelant, les yeux écarquillés par la panique absolue. Diane, je t'en prie, balbutie-t-il, soudain pitoyable. Elle ne sourit pas, elle ne crie pas. Elle lève simplement la main. Un geste calme, presque ennuyé. Le portail du domaine s'ouvre. 2 inspecteurs de la brigade financière entrent dans le jardin, suivis d'agents en uniforme. Diane sort son téléphone. Elle fait glisser son pouce sur l'écran. Elle appuie. Elle envoie. « Je les ai contactés il y a 3 semaines, dit-elle. Ils attendaient juste la confirmation publique. Sa voix, qu'ils croyaient éteinte à jamais, est un murmure de velours et d'acier, tranchante comme une lame. Marielle s'effondre en larmes, ruinée. Lamine baisse la tête, détruit. L'arrogance réduite en cendres. La foule s'écarte, formant une haie d'honneur silencieuse et implacable. Sous les regards chargés de mépris de toute la haute société, les 2 traîtres traversent le jardin, marchant vers leur propre fin. La catharsis est absolue. L'échec est mat et parfait. Le jardin se vide. La police est partie. Les invités, encore sous le choc, se sont dispersés dans la nuit. Le silence retombe sur le domaine, lourd mais purifié. La victoire a un goût enivrant. Diane retourne dans la pénombre de son bureau, seule. Elle ferme les portes, s'assoit dans son grand fauteuil de cuir et ouvre son ordinateur portable. Elle vérifie le tableau de bord financier de l'entreprise. Comme prévu, les fonds que Lamine essayait de voler ont été saisis et sont déjà en cours de rapatriement. Tout est parfait. Le roi des imbéciles a été balayé du plateau. Soudain, un bip aigu, une anomalie, une fenêtre contextuelle au centre de l'écran, bordée d'un rouge agressif. Diane fronce les sourcils. Ses doigts volent sur le clavier. Elle ouvre l'accès à ses comptes personnels offshore. L'argent intouchable de son empire. Son filet de sécurité absolue. Les chiffres s'affichent. 0. Les comptes ont été vidés. Il y a quelques secondes à peine. La signature numérique utilisée pour autoriser le transfert de toute sa fortune est une copie parfaite, millimétrée, de la sienne. Impossible. Dehors, dans le jardin désormais désert, une lumière aveuglante déchire la nuit. L'écran géant près de la piscine vient de s'allumer tout seul. Diane se lève brusquement. Elle court jusqu'à la grande baie vitrée. Sur l'écran, ce n'est plus la vidéo de la trahison de Lamine. C'est un document statique. Une feuille de papier jauni, scannée en haute résolution. Le tout premier contrat de Diane. Celui qui a propulsé son empire. Et en bas de la page, des annotations au stylo rouge prouvant que chaque chiffre, chaque clause, était une fraude monumentale. Un secret absolu. Un secret enfoui si profondément qu'une seule personne au monde, à part Diane, en connaissait l'existence. Une seule personne qui était là à ses 18 ans, quand tout avait commencé. Une seule personne qui connaissait la petite fille venue de nulle part avant qu'elle ne devienne une reine. Loin du domaine, sur une route de montagne sinueuse, une berline de luxe noir glisse silencieusement dans la nuit. À l'arrière du véhicule, plongée dans le confort des sièges en cuir, une femme d'âge mûr observe le paysage défiler. Maman Oumou. Elle porte ses lèvres à une tasse en porcelaine, sirotant calmement une infusion glacée de bissap. Un léger sourire étire ses lèvres fardées. Elle prend son téléphone posé à côté d'elle. Ses ongles parfaits tapent un message avec une lenteur calculée. Dans le bureau, le téléphone personnel de Diane vibre violemment sur le bois de la table. L'écran s'illumine. Un nouveau message. « L'échiquier a toujours été à moi, ma chérie. Bienvenue à l'asile. » Diane lâche le téléphone. Son regard se perd dans le vide. Sa main gauche tremble. Ses doigts cherchent instinctivement la base de sa paume. Elle frotte la petite cicatrice. Frénétiquement, douloureusement. C'est maman Oumou qui lui avait fait cette cicatrice, un soir de ses 18 ans, lors de la signature de ce premier contrat. Un rituel discret, présenté comme une tradition familiale, une marque, celle d'une femme qui signe un pacte sans en comprendre encore tous les termes. La prédatrice vient de comprendre qu'elle n'était qu'une proie. Mais dans le silence qui suit, quelque chose se passe. Le tremblement s'arrête. Les doigts cessent de frotter la cicatrice. Diane fixe le téléphone sur le bureau. Elle s'assoit lentement. Elle ouvre le clavier. Elle tape une réponse. 4 mots. Alors, on joue ? Un sourire lent, dangereux, le premier vrai sourire de la nuit. Car voyez-vous, quand on fixe trop longtemps le roi des imbéciles, on oublie de surveiller la reine-mère. Mais quand on croit avoir fabriqué une reine,
On oublie qu'on lui a aussi appris à se battre. Pour la première fois, Diane s'est sentie menacée et en danger. Parce que là, elle n'a pas affaire à quelqu'un de faible et pathétique comme son mari, mais plutôt à celle qu'on pourrait considérer comme son mentor, la personne qui lui a enseigné ses techniques les plus poussées. Elle se retrouve carrément face à sa propre belle-mère, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais cru devoir affronter un jour. Du coup, notre héroïne est vraiment dans la galère, et je suis trop curieuse de savoir ce qu'elle va faire. Comment elle va se sortir de là? Vous êtes aussi curieux que moi? Si oui, mettez partie 2 dans les commentaires, pour que je vous sorte la suite de l'histoire le plus vite possible. À très vite.